Chers amis, c'est évidemment un très grand plaisir de vous retrouver ici à Saint-Denis, sur l'île de la Réunion. Quand je viens, j'ai toujours l'impression que ça fait trop longtemps que je suis restée absente et voilà, la chaleur et le plaisir de vous revoir reprennent leurs droits. Alors j'adresse d'abord, parce que c'est le moment des remerciements, j'adresse bien entendu mes remerciements à notre délégué départemental, Johnny Payette, qui est ici l'incarnation locale du Rassemblement national, contribuant bien sûr à l'implantation territoriale, ainsi que les membres de son bureau. Comment ne pas remercier également Joseph, je ne sais pas où il est là, qui, il y a 5 ans, c'est vrai, a hérité de la responsabilité d'une fédération à bâtir, à rebâtir en tout cas, quasi ex nihilo, qui a tout donné au prix d'importants sacrifices pour que notre mouvement en soit là où il est aujourd'hui. J'aimerais également remercier monsieur le député honoraire Poudrou, ancien maire de Saint-Leu et ancien président du conseil départemental, qui avait eu le courage de m'apporter son parrainage lors de ma candidature présidentielle. Eh bien, Jean-Luc vient de nous rejoindre. Je l'en félicite et je lui souhaite évidemment la bienvenue. Je remercie et je félicite également mon confrère, avocat au barreau de Saint-Denis, président du groupe LR à la région, maître Jean-Jacques Morel, qui a lui aussi compris qu'il était temps de nous rejoindre. Et comme je sais, après tout, que tout cela est le fruit d'amitiés très anciennes, je veux bien sûr remercier notre délégué national à l'Outre-mer, mon ami André Rouget, infatigable organisateur du Rassemblement national de l'Outre-mer depuis 5 ans maintenant, mais aussi, comme il vous l'a rappelé, ardent défenseur de vos intérêts, que ce soit au Parlement européen ou dans les instances de notre mouvement. Je peux en être témoin. Quand il s'agit de déplacement, il vous croque le mollet et il ne vous lâche pas jusqu'à ce qu'on soit sur place. Voilà. Donc ça c'est bien, c'est une de ses qualités. Au-delà de ceux qui sont présents ce jour, je n'oublie pas non plus d'où nous venons. Parce que le mouvement national dans ce département, qui a été longtemps difficile pour nos idées, et bien malgré cela, je voudrais rappeler tout de même à ceux qui peut-être l'ont oublié ou ne l'ont pas su que le premier député Front National de l'histoire, en 1983, était un Réunionnais, Jean Fontaine, qui était maire de Saint-Louis. Alors, nous aurons beaucoup d'autres députés, Rassemblement national à La Réunion, lors des prochaines élections législatives. Quand ? 2027, normalement, peut-être avant, après tout, puisque Jordan Bardella a indiqué, et il a eu parfaitement raison de le faire, qu'il demanderait à Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale si nous arrivions 13 en tête de ces élections européennes, et ce serait tout à fait démocratique comme démarche. Donc un certain nombre d'entre vous viendront siéger, évidemment, à l'Assemblée nationale, j'en suis absolument convaincu. Mais avant, il y a une réunionnaise qui va devenir députée européenne le 9 juin, Marie-Luce Brasier, dont j'ai la joie de vous annoncer qu'elle sera 12e sur la liste de Jordan Bardella. Je me rappelle le combat mené par Maurice Brasier, qui nous a quittés, vous le savez, récemment, avec son épouse Marie-Luce. Je tiens, ma chère Marie-Luce, à te dire combien d'abord est immense ma reconnaissance envers Maurice, et puis te dire que cette place aux côtés de Jordan, pour représenter la Réunion, tu la mérites. Et je suis sûr que Maurice, qui nous regarde sûrement, doit penser la même chose que moi. Enfin, je voudrais saluer la courtoisie et l'élégance républicaine, parce que elles sont de moins en moins présentes, de ceux pour qui une appartenance politique n'est pas une doctrine rigide, mais un principe souple dès lors que l'intérêt général est en jeu, dès lors que les principes démocratiques sont en jeu. Et j'adresse donc mes remerciements à celui qui, dès 2017, avait accepté de me donner son parrainage, André Tienakoun, le maire du Tampon. À tous, anciens, nouveaux, présents ici ce soir pour préparer l'alternance dans le cadre d'une démarche d'intérêt général, je dis merci et bravo. Je me souviens bien entendu des résultats que vous m'avez accordés en votant massivement pour moi lors de l'élection présidentielle de 2022. Ces résultats m'obligent et c'est la raison pour laquelle
je suis aussi attentive en permanence et en toutes circonstances à votre bien-être, à l'outre-mer en général, et à ce qu'elle reprenne une place essentielle dans la politique nationale. Dieu merci, nous y pensons parce que d'autres pensent plutôt à leurs intérêts et ont une démarche extrêmement sectaire. C'est le cas notamment des députés, c'est vrai, de la France insoumise. C'est malheureux, mais lorsqu'on propose quelque chose qui va dans l'intérêt général, même lorsqu'ils soutiennent cette proposition, ils arrivent à ne pas la voter lorsqu'elle n'émane pas d'eux-mêmes. Bon, eh bien, nous avons fait le choix de faire totalement différemment. Nous votons tous les textes qui vont dans le bon sens, quel que soit le groupe qui propose ce texte. C'est, je crois, une ligne de conduite dont nous ne nous sommes jamais départis, et les Français ont vu que nous étions, à ce titre et à bien d'autres, différents de ceux qui composent aujourd'hui la classe politique française. Alors, le 9 juin, ce sont les élections européennes. Bien sûr, je vais vous rappeler que toute élection est importante, mais particulièrement celle-là. Particulièrement celle-là parce qu'elle va déterminer la liberté que nous avons, nous autres Français, de continuer à décider de notre destin. C'est tout de même pas rien. Vous avez vu, au fur et à mesure du temps, cette Union européenne s'accaparer des pouvoirs qui n'étaient pas des pouvoirs attribués par les traités. Vous l'avez vu, à chaque crise, elle en profite, l'Union européenne, pour venir voler aux nations des compétences nouvelles. Ça a été la crise migratoire, souvenez-vous, et hop, ils ont fait main basse sur la politique d'immigration. Ça a été le Covid, et hop, ils ont fait main basse sur la santé. C'est aujourd'hui la guerre en Ukraine, ils cherchent à faire main basse sur la défense. Et ils vont même beaucoup plus loin que ça. Comme les nations se rebiffent, car nous ne sommes pas les seuls à nous battre pour que les nations, et donc les peuples, continuent à avoir le pouvoir, eh bien, ils cherchent à cranter leur projet destructeur des nations. Ils viennent de faire voter un rapport qui s'appelle le rapport Verhofstadt, où les nations sont quasiment purement et simplement privées de leur pouvoir. Et donc vous, Madame von der Leyen, présidente de la Commission européenne, deviendrait présidente de l'Union européenne. Les commissaires ne seraient plus choisis par les nations, mais par la présidence de l'Union européenne. Ils feraient officiellement main basse sur des domaines comme la santé, la diplomatie, la fiscalité. Et surtout, ils veulent supprimer le droit de veto des nations. Le droit de veto des nations, c'est vraiment la liberté suprême des nations qui participent à l'Union européenne. Si une politique va directement à l'encontre des intérêts vitaux d'une nation, elle a la possibilité de dire non. Eh bien, ils veulent supprimer cette possibilité et mettre à la place la fameuse majorité qualifiée. Vous voyez, vous comprenez, vous allez vite comprendre pourquoi ils veulent à tout prix élargir l'Union européenne. Parce que pour avoir cette majorité qualifiée, ils ont besoin d'avoir de nouveaux pays qui entrent dans l'Union européenne et qui soient soumis en réalité à leur politique, c'est-à-dire qui soient reconnaissants à leur égard. Parce que qu'est-ce qui va se passer lorsque tous ces pays vont entrer dans l'Union européenne ? Eh bien, on va faire comme on a fait d'ailleurs par le passé, on va les aider financièrement de manière considérable, notamment la PAC d'ailleurs, ce qui aura évidemment une conséquence directe sur le POSEI, parce que le fromage ne grandit pas en fonction du nombre de pays qui arrivent. Hein. Ça, c'est ce qu'on espère, mais c'est jamais comme ça que ça se passe. Bon. Et à partir du moment où ils auront été beaucoup financés, ces pays qui ont, c'est vrai, beaucoup de retard par rapport à ceux qui sont actuellement dans l'Union européenne, eh bien, ils espèrent qu'ils seront reconnaissants. Et comme ils seront reconnaissants, ils espèrent qu'ils participeront à leur majorité qualifiée, pour priver les nations et donc priver les peuples de la capacité à dire non. Vous vous rendez bien compte qu'on est dans une course de vitesse. Ils sont en train d'essayer de cranter ce système. Et ce système-là, qui est très éloigné de l'Europe des nations que nous défendons, se construit sur la disparition et sur l'affaiblissement des nations. Donc, nous sommes dans un combat électoral.
C'est la raison pour laquelle il faut à tout prix se mobiliser pour ces élections européennes. Elles sont plus importantes que jamais. Jamais peut-être une élection européenne a été aussi importante que celle-là. Et je crois que dans beaucoup de pays de l'Union européenne, les peuples sont en train de faire le même constat. Et c'est la raison pour laquelle les mouvements qui défendent la nation, comme nous, eh bien, sont en très grande dynamique. C'est le cas pour le Vlaams Belang en Flandre, c'est le cas pour le FPO en Autriche, c'est le cas de beaucoup de Geert Wilders aux Pays-Bas, qui a gagné les élections et qui sera très probablement en tête aux européennes. On doit être évidemment le plus grand nombre possible pour être capable de vous conserver le pouvoir, à vous, que vous puissiez avoir dans des politiques ou sur des politiques qui sont essentielles, le dernier mot. Alors, vous le savez, Jordan sera notre tête de liste. Il caracole dans les sondages. On me dit, mais vous n'avez pas peur? C'est un problème de riche quand même. Bon, je préfère ça que l'inverse. Hein. Bon, donc non, nous n'avons pas peur. Et évidemment, nous nous soumettrons à la décision du peuple français. Mais ce qu'il faut, c'est y participer à cette victoire. Il faut que vous alliez partout expliquer, parce que c'est votre rôle, à nos concitoyens, comme il est essentiel de venir voter dans ces élections européennes. Et essentiel parce qu'aussi, leur vie quotidienne est directement impactée par les décisions de l'Union européenne. Je pense qu'aujourd'hui, plus qu'hier, tout le monde s'en rend compte. Et en l'occurrence, pour La Réunion, parce que, objectivement, nous croyons en l'indivisibilité de la République et en son corollaire, qui est le principe d'égalité entre tous les territoires. Mais derrière la com d'Emmanuel Macron, les assises de l'outre-mer, vous vous souvenez, c'était en 2017, 2018, puis l'échec absolument désastreux de l'opération Wuambushu, ce principe, il est continuellement bafoué. Et à La Réunion, et à Mayotte en particulier. Dans tous les domaines, immigration, sécurité, pouvoir d'achat, santé, le décrochage des Outre-mer par rapport à la métropole s'est même accéléré depuis 7 ans. Accéléré. Et aucun Français de métropole, aucun élu local, aucun député ne tolérerait dans son département le centième de ce que vous subissez, vous, sur le plan de la vie chère, sur le plan de la fiscalité, on y reviendra. Ce que vivent les Mahorais, bien entendu, sur le plan de l'explosion terrifiante de l'immigration clandestine et de la violence. Alors, quels sont les grands thèmes fondamentaux, je le crois? C'est d'abord, évidemment, celui du pouvoir d'achat. Parce qu'il ne faut pas croire que la vie chère, c'est une catastrophe naturelle. Ce n'est pas une tornade. Ce n'est pas une éruption volcanique, c'est la conséquence de décisions politiques qui sont de mauvaises décisions politiques. J'ai regardé, puisque nous avons eu une étude de l'INSEE à l'été 2023. L'écart des prix entre l'outre-mer et la métropole s'est accentué depuis 2015. L'écart sur les prix alimentaires atteint même 37%. Et on sait que Mayotte aussi a subi d'ailleurs une inflation. 37% à La Réunion. 37%. Et qu'est-ce qui est la cause de cela? C'est l'octroi de mer. Vous m'avez entendu, je ne sais pas, peut-être 1000 fois vous le dire. Alors on me dit, mais vous êtes la seule dans la classe politique à le dire. Tant pis, ce n'est pas grave. Je suis la seule parce que peut-être que d'autres défendent des intérêts personnels plus que l'intérêt commun. Mais la réalité, et la Cour des comptes est venue nous le dire, est venue confirmer ce que nous disions, c'est que c'est l'octroi de mer qui est à l'origine de l'augmentation spectaculaire des prix par rapport à ceux de l'Hexagone. Le maintien de l'octroi de mer renchérit le prix de 4 à 10% dans les Outre-mer, et en particulier, comme je l'ai rappelé sur l'antenne tout à l'heure, pour les produits de première nécessité, c'est-à-dire pour les Réunionnais les plus modestes. Alors, est-ce qu'il s'agit de le supprimer totalement? Non. Mais il s'agit de dire tous les mouvements politiques réclament l'égalité avec la métropole. Voilà une égalité. Il est parfaitement naturel que ce soit l'État
qui finance les collectivités locales exactement comme en métropole. Je ne vois pas pourquoi, encore une fois, les Réunionnais paieraient une taxe supplémentaire aux impôts qu'ils payent, comme nous tous, une taxe supplémentaire pour financer leurs collectivités locales. Mais les collectivités locales sont financées par le budget général de l'État, par l'intermédiaire de dotations globales de fonctionnement, qui sont calculées en fonction du nombre d'habitants, qu'on peut éventuellement d'ailleurs modifier en fonction des territoires en tenant compte des spécificités, du caractère contraint de l'économie. On peut réfléchir à tout ça, mais il n'y a absolument aucune raison pour que les Réunionnais payent un impôt en plus des impôts que nous payons tous. Donc, par principe, il faut supprimer cet octroi de mer et le maintenir exclusivement sur les importations qui entrent en concurrence avec les productions locales. Typiquement, la vanille qui vient de Madagascar, par exemple. Parce qu'elle rentre directement en compétition avec les productions de la Réunion. Mais il faut que ce soit une taxe de protection de nos productions locales. Il ne faut pas que ce soit une taxe d'injustice à l'égard des Réunionnais, avec les conséquences sur l'explosion des prix. Il n'y a pas que l'octroi de mer, il y a aussi un peu de cynisme et de faiblesse de l'État à faire respecter le droit de la concurrence. Entre les abus de position dominante d'un faible nombre d'acteurs dans la distribution alimentaire, entre les marges abusives des compagnies maritimes, alors que évidemment 95% des échanges métropole outre-mer s'effectuent par la mer, eh bien là, l'État ne fait rien. L'État fait preuve d'un laxisme total. C'est aussi une des raisons pour lesquelles nous avons proposé la taxation des surprofits. On me dit, mais c'est quoi la différence entre les super-profits et les surprofits ? Eh bien, ça n'a rien à voir. Parce qu'en réalité, la taxation des super-profits, c'est une mesure qui vient de la France insoumise, essentiellement, et qui consiste à dire, une entreprise fait trop de profits, on va lui piquer ses profits. Ça n'est pas notre position. Nous, ce que nous disons, c'est que si l'entreprise augmente ses profits parce qu'elle est plus performante, parce qu'elle a été innovante, parce qu'elle a des nouveaux process, parce qu'elle a gagné des parts de marché, c'est assez légitime qu'elle en fasse. Ce qui est illégitime, c'est quand elle fait des profits sans avoir rien fait, uniquement en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Je vous donne un exemple. Quand l'État fait fermer les commerces de proximité et laisse ouvert la grande distribution, ne me dites pas que les profits faits par la grande distribution sont le fait de leur propre capacité supérieure. Non, c'est juste l'État qui a décidé qu'il fallait fermer l'intégralité des commerces de proximité et laisser ouvert la grande distribution. Ça génère donc pour la grande distribution des surprofits, et ceux-là doivent être taxés. Lorsque une crise internationale entraîne une augmentation spectaculaire des profits de compagnies de fret maritime, pour le coup, ce n'est pas grâce à leurs propres compétences ou grâce à leur propre vision de l'entreprise qu'ils font des profits supplémentaires. C'est grâce à une situation internationale précise. Eh bien, dans ces cas-là, on est dans le cadre des surprofits. Et on considère que cette taxation doit du coup être redistribuée à ceux qui subissent les conséquences de cette décision administrative ou de cette crise. Alors même que l'outre-mer était plutôt préservé, il faut bien le dire, et la Réunion, des problèmes de logement, évidemment, les problèmes de logement commencent à se poser. Et pour les mêmes raisons que dans l'Hexagone. C'est-à-dire que la multiplication aussi, il faut bien le dire, des normes à respecter rendent les programmes immobiliers très compliqués. Bon, bah, c'est sûr que quand il y a 45 000 demandes, enfin 45 000 besoins et 1600 logements construits par an, ça pose très rapidement une énorme difficulté. Mais vous accumulez toutes les normes possibles et imaginables. Les normes montagnes, les normes littorales, la ZAN, et j'en passe, et des meilleures, sans compter celles que l'Union européenne passe sa vie à inventer sous prétexte d'écologie et qui en réalité sont autant de normes qui mettent des secteurs entiers
dans des difficultés qui sont des difficultés majeures. Alors, je vous l'ai dit, réforme de l'octroi de mer, vraie politique de lutte contre les fraudes. Les fraudes, c'est aussi les fraudes aux importations, par exemple. On sait très bien qu'il y a des fraudes aux importations. On importe des productions qui ne respectent pas les normes qu'elles sont censées respecter, qui n'indiquent pas sur les étiquettes ou sur les étiquetages la vérité. Eh bien, tout ça rentre et entre en compétition, du coup, avec nos entreprises, pour le coup, locales. Un rapport du Sénat, d'ailleurs, avait dit qu'en France, 25% des importations alimentaires étaient frauduleuses. Vous vous rendez compte de ce que ça représente ? 25% des importations alimentaires. Alors, il n'y a qu'un problème, c'est que quand, à nos entreprises, on demande de respecter toute une série de normes de plus en plus compliquées et qu'on laisse, bien entendu, des produits entrer qui, eux, ne les respectent pas, il est absolument sûr, c'est la loi du marché, que ce sont nos entreprises qui vont mourir et les importations qui vont se multiplier. C'est la raison pour laquelle la balance commerciale de la France est dans une situation pitoyable, puisque nous avons atteint un record. D'ailleurs, nous passons dans ce domaine de record en record. Deuxième élément absolument majeur, et sur lequel l'Union européenne a une lourde responsabilité aussi, et va en avoir une plus importante encore, c'est l'immigration et la sécurité. Il suffit de regarder pas loin pour voir ce que donne une politique d'immigration totalement dérégulée et massive. Il suffit de regarder Mayotte, qui est plongée dans un chaos absolument épouvantable, mais dont la Réunion commence à ressentir les effets. Moi, je me souviens, j'étais venu il y a plusieurs années vous voir et je vous avais dit, un jour, vous serez touché par la situation de Mayotte. Un jour, ça va déborder et évidemment, vous serez obligé de prendre en charge une partie de ce poids. C'est déjà le cas. Regardons le CHU. Le CHU qui a besoin de 30 millions pour fonctionner, enfin pour être à l'équilibre, de 30 millions par an. Alors, l'État vient d'accorder 40 millions, c'est bien, mais ça ne va peut-être pas être tous les ans. Mais sur ces 30 millions, il y a 10 millions qui sont en fait le fait de la prise en charge de personnes qui sont transférées par des transferts sanitaires, dont la moitié sont des étrangers. Donc voilà, il y a un effet mécanique, ce n'est pas une histoire de jugement, c'est juste un effet mécanique de cette situation. Or, les rappels statistiques sont catastrophiques. Enfin, concernant Mayotte, 77% de pauvres, 50% d'étrangers. On dit qu'il y a 350 000 personnes. Moi, ça fait 10 ans que j'entends dire qu'il y a 350 000 personnes. Bon. Quand on parle avec des grands élus à Mayotte, ils nous disent que c'est plus de près de 500 000 que de 350 000. Mais enfin, comment on ne se donne pas la peine de compter ? Et après, on s'étonne que les services publics soient en train de s'effondrer, bien entendu, sous le poids. Si des services publics sont faits pour 175 000 ou 200 000 personnes et qu'il y en a 500 000, il est évident qu'à un moment, il n'y a plus rien qui fonctionne. Les routes, il n'y en a pas assez. L'hôpital n'arrive plus à faire face. Le réseau d'eau n'arrive plus à faire face. Et on se retrouve dans la situation dans laquelle on se retrouve. Alors, l'opération Wambushu, qu'est-ce qu'on n'en a pas entendu parler, Alors là, il y a eu du coup de menton. On a roulé des mécaniques, etc. Moins maintenant, quand même. Enfin, quand même. 22 000 expulsions vers les Comores en 2023. C'est bien, c'était 25 400 en 2022. C'est quand même très efficace. C'est-à-dire qu'on a expulsé moins de Comoriens que l'année précédente, l'opération Wambushu. L'objectif, je vous rappelle, était quand même de multiplier par 4 les expulsions. C'est-à-dire passer de 70 par jour à 300. Bon, elles sont en baisse. Doublement des flux de demandeurs d'asile. Parce que, faute de déployer des moyens de contrôle maritime adéquats et d'instaurer un rapport de force avec les Comores, ce qui n'est pas fait, il est évident que toute cette agitation ne donne aucun résultat. Alors, les Comores font toujours l'objet d'une très grande mansuétude de la part de l'État. On ouvre le portefeuille, on donne des centaines de millions par l'intermédiaire de l'Union européenne, par l'intermédiaire direct d'ailleurs de la France. On reçoit le président Azali, on dit ça c'est merveilleux, alors que voilà un président qui conteste l'appartenance de Mayotte à la France, juste,
qui interdit à nos athlètes de venir avec leur drapeau français, qui en réalité organise, et on le sait bien, l'immigration clandestine à destination de Mayotte, puisqu'il considère que ça n'est pas de l'immigration clandestine, ça n'est même pas de l'immigration, puisque, dit-il, Mayotte est aux Comores. Et face à cela, la réponse de l'État français, c'est rien. C'est tout va bien avec les Comores, nous avons une relation sympathique et équilibrée. Bon. Il va falloir quand même faire preuve de fermeté dans ce domaine. Et si on ne le fait pas, en réalité, tout ce qu'on fera par ailleurs ne servira à rien. C'est-à-dire qu'on vide en fait la baignoire avec une cuillère pendant que le robinet est ouvert en grand. Ça ne peut pas fonctionner. Alors j'ai entendu la ministre dire on va mettre un bateau de la marine dans le canal du Mozambique pour arrêter les bateaux. Bon. Mais pour faire quoi, du coup? On ne peut pas les refouler. Ah ben non, alors, si vous refoulez des migrants, alors là, je peux vous dire que vous allez être cloué au mur par la Commission européenne. Donc on va faire quoi? On va donc arraisonner les bateaux et les ramener, en fait, à Mayotte. C'est ça qu'ils comptent faire. Et c'est ça, il n'y a que d'ailleurs cela qu'ils peuvent faire, puisque c'est la politique qu'ils se sont choisis. Ça ne peut pas fonctionner. Le seul moyen qui était efficace dans le cadre d'une politique globale avec le bras de fer avec les Comores, avec évidemment l'arrêt de toutes les pompes aspirantes de l'immigration à Mayotte et ailleurs, parce que moi je dis, ces bonnes solutions, il faut les appliquer dans l'ensemble du territoire français. C'était évidemment de supprimer le droit du sol et de supprimer l'intégralité des fraudes, et notamment des fraudes aux reconnaissances de paternité, car on sait ce qui en est fait, et supprimer l'intégralité des aides pour que Mayotte ne soit plus attractive comme elle l'est aujourd'hui. Et puis, moi j'avais parlé de mettre des bateaux pour éviter l'arrivée des kwassa-kwassa, mais avec un CRA flottant, c'est-à-dire un centre de rétention administrative flottant, parce que sinon, ça ne sert à rien. Sinon, la seule chose qu'ils peuvent faire, encore une fois, c'est ramener en réalité les personnes sur le territoire. Et à partir du moment où ils ont posé le pied sur le territoire, alors il est quasiment impossible de les faire repartir. Nous le disons depuis, encore une fois, extrêmement longtemps, et aujourd'hui, le gouvernement tient le même discours que le nôtre, peu ou prou, mais ils font toujours les choses à moitié. C'est un sketch, c'est Jean-Michel à moitié. Quand c'est pas Jean-Michel à peu près. Donc, on fait à peu près comme dit le Rassemblement national, mais à peu près, ça ne fonctionne pas en réalité. C'est où on le fait de manière cohérente et réfléchie, ou on ne le fait pas. Mais on ne peut pas le faire ni à moitié, ni à peu près. Et donc l'opération Place Nette, dont je ne vous dirai pas quels sont les résultats dans l'Hexagone, parce que bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas non plus été absolument flamboyant, ne fonctionnera pas plus que Wambushu. Mais c'est prévu pour tenir jusqu'après les élections européennes. Est-ce que ce n'est pas ça uniquement en réalité l'objectif ? Voilà, c'est-à-dire faire de la communication électoraliste. On dit, ouais, ça va durer, ah bah tiens, 7 semaines. Ah, bah tiens, oh, comme par hasard, 7 semaines, dis donc. On arrive juste jusqu'aux élections. Voilà. Et puis après, tout le monde rentrera à la maison. Et c'est, encore une fois, bien catastrophique parce que chaque jour qui passe aggrave et rend plus compliqué encore, non seulement la situation de nos compatriotes mahorais, mais évidemment la capacité à réagir et à agir rapidement pour régler cette situation. La délinquance... Désolé de vous dire que vous n'êtes plus préservés. 17% d'augmentation de la délinquance à La Réunion en 2023 au global. 90% d'augmentation de la délinquance liée au trafic de stupéfiants. Moi, je vois des pétitions qui disent on ne peut pas être un Mayotte bis. Aucun problème avec ça. Quand elles sont signées par des élus de gauche, j'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre, parce qu'ils ont l'air de trouver que Mayotte, c'est une sorte de paradis. Donc on ne comprend pas pourquoi ils ne voudraient pas qu'il y ait un Mayotte bis. Mais on se retrouve avec la même situation. Le nombre de prisonniers
qui est envoyé à La Réunion parce qu'il n'y a pas de place. Bon, moi, je connais ça par cœur. Hein. Voilà, pas de politique pénale, pas de place de prison. C'est un refrain extrêmement connu en métropole. Ça fait 30 ans qu'on nous le chante, ce refrain-là. Et jamais aucune décision n'est prise pour pouvoir y apporter une solution. Alors, suppression du droit du sol, c'est une évidence. Suppression des reconnaissances illégales de paternité, bien sûr. Assumer le rapport de force avec les Comores pour garantir l'exécution des expulsions. Et la prise en charge par les Comores des mineurs isolés. Parce que je rappelle quand même qu'en droit international, ce sont eux qui violent le droit international. En droit international, un État est responsable de ses ressortissants. Bien sûr qu'on ne peut pas expulser des mineurs. Évidemment, c'est le droit international. Mais ce qu'il faut, c'est négocier avec les pays dont ils sont originaires pour dire « vous êtes obligés de reprendre vos mineurs ». Et si vous ne reprenez pas vos mineurs parce que c'est à vous de vous en charger, eh bien, il faut au moins payer la facture de la gestion de ces mineurs. Or, aujourd'hui, nous n'avons ni la première solution, ni la seconde. Et puis, pardon, mais là, ils ont voté en plus le pacte européen sur l'immigration. Alors là, c'est extraordinaire. C'est une loi qui n'est pas là pour empêcher l'immigration clandestine, c'est une loi qui est là pour gérer les flux. On va gérer l'immigration clandestine. Donc comment on gère l'immigration clandestine? D'ailleurs, Fabrice Légéry, qui est 3e de liste derrière Jordan, hein, qui a été 7 ans le patron de Frontex, l'explique très bien. Il dit la philosophie de l'Union européenne, ça n'est pas d'empêcher l'immigration clandestine. C'est soit de transformer l'immigration clandestine en immigration légale, soit de gérer l'arrivée en fait, de l'immigration clandestine. Bon, alors, partant de là, on ne peut pas compter sur eux pour régler cette difficulté. Et avec le pacte migratoire, ils mettent en place ce qu'ils appellent la relocalisation. Je n'ai toujours pas compris pourquoi il y a le « re ». C'est à la mode peut-être. Renaissance, reconquête. En réalité, c'est une localisation, parce qu'ils ne viennent pas de France, et puis ils sont partis, et puis on les relocalise. Non, ils arrivent, et on dit à tous les pays de l'Union européenne, vous allez prendre votre quota. Et si vous ne prenez pas votre quota, ce sera 20 000 € de sanctions par migrant. Donc si ça n'est pas une politique contrainte d'immigration imposée par l'Union européenne, je ne sais pas comment ça s'appelle. Troisième sujet absolument fondamental, l'agriculture et la pêche. Évidemment, c'est un sujet essentiel et nous nous battons au quotidien, notamment contre le pacte vert dont l'ensemble des agriculteurs d'Europe s'est rendu compte qu'il était en train de les tuer à petit feu, puisque c'est un pacte dont l'objectif est la décroissance agricole. C'est-à-dire que le monde a besoin de plus en plus d'alimentation et l'Europe dit non mais nous on va faire l'inverse. Pour se différencier, on va faire moins. Oui mais si on fait moins, ça fait plus d'importations. Donc on va encore aggraver notre balance commerciale parce que tout ce que nous n'aurons pas produit pour être consommé, eh bien nous l'importerons dans des conditions sanitaires dont je vous parlais tout à l'heure, avec des conditions de sûreté plutôt défaillantes, alors que, et en plus, nous aurons des agriculteurs qui arrêteront leur activité et des jeunes qui ne reprendront pas l'activité agricole. Ça n'est pas admissible. De la même manière, nous devons défendre la pêche. Nous devons la défendre d'abord du pillage, car il existe un pillage de la part d'un certain nombre de nations, et nous le savons d'ailleurs, tous les territoires, qu'ils soient, et particulièrement maritimes, qui ne sont pas exploités, eh bien d'autres viennent les exploiter. Tous les territoires qui ne sont pas défendus ont vocation à être pillés. C'est comme ça. Je veux dire, c'est l'histoire humaine qui est ainsi faite. Il faut donc non seulement exploiter, mais il faut aussi défendre nos réserves halieutiques, notre espace maritime, et ça n'est pas en empêchant les pêcheurs, comme ils le font à Mayotte, de moderniser leur flotte, qu'on va réussir précisément à développer cette activité. Donc, abrogation du pacte vert, c'est une évidence qui est soutenue par la Macronie et qui entraîne encore une fois toute une série de normes qui touchent tout le monde. Plus personne n'arrive à s'y retrouver. C'est si vrai d'ailleurs que pour la pêche. Je signale que non seulement les aides sont sous-dotées,
C'est-à-dire elles sont pas assez importantes, mais en plus elles sont sous-consommées. Parce que c'est tellement complexe d'obtenir une aide qu'en réalité, énormément de pêcheurs n'arrivent même pas à les obtenir. Donc, et la simplification de l'obtention des subventions fait aussi partie des choses urgentes à faire. Il vous l'a dit, André, il a raison. Arrêtez de croire que l'Union européenne a une sorte de machine à cash cachée dans la cave de Bruxelles et qu'elle fait tourner comme ça et qu'il y a de l'argent qui vient de Bruxelles. Non, mais il y a zéro argent qui vient de Bruxelles. Il y a notre argent qui transite par Bruxelles et que Bruxelles a l'amabilité de nous renvoyer, mais en partie seulement. Car chaque année, 8 à 10 milliards d'euros sont conservés par l'Union européenne. Elle ne restitue pas l'intégralité de notre contribution. Et c'est pour ça que nous sommes contributeurs nets à l'Union européenne. C'est que nous versons plus que ce que nous touchons. C'est donc votre argent, vos impôts, en réalité, qui financent la PAC, qui financent le FEDER. Raison de plus, quand même, pour être un peu plus exigeant sur ce que nous pouvons toucher. Voilà, mes chers amis, ce qu'il va falloir aller dire. Que notre avenir dépend aussi des décisions qui vont être prises au niveau de l'Union européenne. Particulièrement depuis qu'Emmanuel Macron, qu'on a présenté comme étant le Mozart de la finance, nous a juste ruinés. C'est-à-dire qu'il a réussi à faire en 7 ans autant de dettes que la dette totale que nous avions en l'an 2000. En 7 années. Et ça n'est pas pour aider les gens, comme ils disent. Ah non, mais nous avons dépensé de l'argent pour aider les gens. Non, non. Vous avez dépensé de l'argent parce que vous avez fait des choix idéologiques. Et notamment sur l'électricité. Ah, ils ne cessent de dire, regardez comme nous sommes gentils, nous avons dépensé 60 milliards de boucliers énergétiques. Mais on ne vous en demandait pas tant. On vous demandait juste de sortir de la tarification européenne et d'appliquer les tarifs que nous connaissions antérieurement et qui sont fixés sur nos coûts de production en France, nous, avec notre nucléaire que tout le monde a contesté, combattu pendant des années et des années. Et Emmanuel Macron, d'ailleurs, avait lâché du lest. Il était pour la suppression, souvenez-vous, de 14 réacteurs nucléaires. Bon, il s'est rendu compte que ce n'était pas une bonne idée, mais parfois, quand on prend des mauvaises décisions comme ça, le temps de revenir en arrière, ça devient plus compliqué. Donc, plutôt idéologiquement plutôt pragmatiquement de se dire on va sortir, comme l'ont fait d'ailleurs l'Espagne et le Portugal, de cette tarification, ah ben non, on va y rester, idéologiquement on va y rester, et on va faire payer aux Français 60 milliards supplémentaires pour envoyer des chèques de 100 € à droite à gauche. Quand je vous dis à droite à gauche, il y a même des députés européens qui l'ont reçu. Alors pour vous dire que c'était très bien ciblé quand même comme aide. Bon. Ils ont dit que c'était une erreur. Heureusement, ils ne les ont pas encaissés. J'espère qu'ils n'ont pas fait beaucoup d'erreurs comme ça, quand même, parce que ce serait légèrement problématique. Donc, à chaque fois qu'ils prennent une mauvaise décision, à chaque fois, ça coûte de l'argent. Et à partir du moment où nous avons une dette à ce niveau-là, eh ben, l'Union européenne va un jour finir par dire « Bon, ben, vous êtes bien gentils, moi je rachète les dettes, là, mais il va falloir que je décide aussi, moi, de la manière dont vous allez faire des économies. » Et vous entendez la petite musique? Après les retraites, on vous parle de la suppression des indemnités chômage, sur la durée, dans leur montant, et c'est l'ensemble des remboursements de médicaments, d'une contribution supplémentaire pour le médecin, etc., etc., etc. C'est toujours les mêmes qui sont sacrifiés en raison des erreurs qui sont commises par le gouvernement. Et on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça, Emmanuel Macron ? Pourquoi est-ce qu'il est tout le temps en train de vouloir être le meilleur élève de la classe? Pourquoi est-ce qu'il cède absolument tout à l'Union européenne? Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Parce que, compte tenu du texte dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui fait du président de la Commission le président de l'Union européenne, en fait, c'est ça qu'il voudrait être. Je pense qu'il veut être président de l'Union européenne. Je pense qu'il a son plan de retraite. Alors moi, j'ai qu'un truc à vous dire. Il vous a flingué votre retraite
Le 9 juin, flinguez-lui la sienne. Voilà. Voilà, mes chers amis, les grands sujets qui sont ceux, évidemment, qui vous touchent directement. Les grands sujets sur lesquels il va falloir se battre dans les années qui viennent. Je le crois avec succès. Je ne suis pas la seule à le croire. D'ailleurs, nos adversaires aussi le croient, et tant mieux. Il y aura d'autres échéances qui seront tout aussi fondamentales. Mais encore une fois, ne prenez pas celle-là à la légère, parce que c'est bien d'avoir une présidentielle, c'est bien d'avoir un président de la République, c'est bien de pouvoir voter directement pour le président de la République, c'est très démocratique, mais si le président de la République n'a plus d'autres pouvoirs que les pouvoirs d'un président de conseil régional, c'est moins efficace. Or, c'est ce que l'Union européenne veut faire. Elle veut, en réalité, n'accorder aux nations qu'un certain nombre de compétences secondaires quand elle se sera attribuée les compétences les plus fondamentales. Alors moi, je n'ai pas envie d'être présidente de conseil régional, c'est pas que je n'ai aucun mépris pour les présidents de conseil régionaux, hein, je trouve que c'est très bien et très honorable, mais un président de la République française, c'est un président de la République française. C'est celui qui, au nom du peuple français, prend les décisions que le peuple français lui demande de prendre et a la capacité de les prendre. Ça n'est pas une posture, ça n'est pas uniquement un titre sur une carte de visite, c'est une très lourde responsabilité parce que le président de la République française, il est celui qui vous représente et qui fait appliquer les décisions que vous prenez. Si demain, ça n'est plus le cas, alors nous ne serons plus une nation libre, nous ne serons plus une nation souveraine et en ce qui me concerne, je ne peux pas me soumettre à cette idée. Nous avons devant nous, devant la France, un avenir de grandeur, un avenir de puissance, pour peu, encore une fois, que des dirigeants mettent en place les décisions que vous attendez, pour certains depuis des années, parce que ce sont des décisions de bon sens, pour peu qu'ils aient le respect du peuple français, pour peu qu'ils veuillent pour le peuple français le meilleur, pour peu qu'ils pensent à l'intérêt supérieur du pays et du peuple, pour peu qu'ils soient imprégnés de l'intérêt commun. Cela, dans la classe politique, vous ne le trouverez plus. Les seuls, j'en suis absolument convaincu, qui sont capables d'offrir cet avenir à la France, c'est le Rassemblement national. Alors je vous demande de participer à ce combat fondamental, à ce combat vital pour notre pays, pour nos départements, pour nos familles, pour nos enfants et pour ceux qui suivront après eux. On ne peut pas leur laisser un pays soumis à l'insécurité, livré à une immigration qui, dans certains endroits, s'apparente à une submersion. On ne peut pas leur laisser un pays en faillite. On ne peut pas leur laisser un pays où ils n'auront pas assez d'emplois, comme c'est le cas maintenant depuis 30 ans dans notre pays. On ne peut pas leur laisser un pays où il leur sera livré en contrepartie de leur travail des salaires qui ne leur permettent pas de vivre dignement. Tout a été détruit. Tout est à reconstruire. Jordan Bardella est prêt à le faire. Je suis prête à le faire. Est-ce que vous êtes prêts à le faire avec nous ?